ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast et je reçois aujourd'hui Robin Inger. Robin, merci de nous rejoindre, c'est cool. Merci à toi Aurélien, franchement je suis super content d'intervenir aujourd'hui. Je suivais tous tes podcasts avec envie et puis à chaque fois avec de nouvelles découvertes. Donc, tu m'as dit que tu étais resté piégé dans le site un jour, t'es tombé dans le piège d'un podcast peut-être avec JB Morin, non avec Anaël. Avec Anaël. Avec Anaël qui avait partagé ça, Anaël Aubry, et après, puis je suis resté comme devant le film donc pendant 2 bonnes heures dessus. Super, magnifique. Donc nouvelle saison Netflix ABD Podcast, on a Robin Inger. Qui c'est Robin ? Robin d'abord c'est un copain, donc c'est toujours un grand plaisir de recevoir des gens qu'on aime bien voir au boulot. Et c'est un spécialiste de l'explosivité. Il est tout à la fois, il a une double casquette, c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Il a une casquette de préparateur physique d'une part, c'est un homme de terrain qui coach l'équipe de France d'escrime notamment. Mais il ne fait pas que ça, il est aussi docteur en sciences du sport et donc il exerce en tant que sport scientist et son dada c'est surtout l'explosivité. C'est ça, donc merci Aurélien. Mon dada c'est l'explosivité, ça a animé un petit peu 4 ans sur ma thèse que j'ai passée à l'INSEP. Une vraie période de vie. Une vraie période de vie. Et donc maintenant j'ai un peu de recul, j'ai refait, ça fait 6 mois maintenant qu'elle est soutenue, donc je n'ai pas parlé depuis, mais on va essayer de... Et on ne l'a pas encore fêté d'ailleurs. On ne l'a pas encore fêté. On l'a pas encore fêté. Oblige. C'est l'occasion en tout cas de vulgariser tes travaux là-dessus, avec notamment... un gros travail que tu as fourni sur les profils force-vitesse, qu'on a pas mal couvert déjà, notamment avec Jean-Benoît Morin dans des épisodes précédents, et puis sur lesquels je reviens assez régulièrement. Vous savez à quel point je tiens au Velocity-Based Training, l'entraînement basé désormais sur la vitesse, notamment dans les paramètres de puissance orientés sur la force ou sur la vitesse. Il y a un truc dont on ne parle pas énormément, qui est pourtant particulièrement important, c'est le RFD, le Rate Force Development. C'est ça. Alors je ne parlerai pas des profils force-vitesse, ça a déjà fait, et puis de toute façon Jean-Benoît en parlera largement mieux que moi. L'idée c'était de voir un petit peu d'où on était parti sur le sport. Donc le sport c'est la devise de Coubertin, Altus, Situs, Fortus. Et nous, pendant longtemps dans l'entraînement sportif, on est resté sur le fortus, on est resté sur le développement de la force. Pour être le meilleur athlète, il fallait être le plus fort, soulever la charge la plus lourde. Et puis arrive d'un coup tout ce qui est un petit peu profil force-vitesse, notamment l'équipe de Jean-Benoît Morin qui a fait énormément avancer les choses en France. On peut parler aussi de Pierre Samosino. Pierre Samosino, complètement. Une équipe. C'est une équipe de choc, ouais. Grosse équipe. Et à un moment, qu'ils disent oui, mais l'important, c'est pas de développer de la force à vitesse lente, c'est de le développer à vitesse élevée et être capable de développer de la force à différents niveaux de vitesse. Et un haut niveau de force pour pouvoir accélérer et pour pouvoir battre l'adversaire dans différentes disciplines. Et si on interroge par exemple les étudiants STAPS, il y a quand même des petites notions qu'ils ont un peu de mal à cerner entre qu'est-ce que c'est par exemple la puissance, qu'est-ce que c'est que l'explosivité, quelle est la différence entre les deux. Souvent l'explosivité est associée à la puissance. Et en fait, c'est pas vraiment ça. Et donc, par exemple, si on fait une analogie simple, si on reprend les analogies de Pierre Samosino, notamment avec les tracteurs, quand vous achetez une voiture, vous avez les chevaux. Les chevaux, c'est la puissance de la voiture. Et vous avez aussi ses capacités d'accélération. Par exemple, la voiture est capable en 2 secondes d'atteindre 0 à 100 km/h. Et ça va plus représenter les qualités d'explosivité de la voiture. En combien de temps elle est capable d'atteindre une certaine vitesse, donc de développer un certain niveau de force pour atteindre un niveau de vitesse important. Ouais, c'est une belle analogie, c'est important de bien rappeler les termes, parce qu'effectivement, je constate comme toi que beaucoup de collègues, pas que les staffs, même des gens qui sont professionnels aguerris, utilisent un peu l'un pour l'autre, l'explosivité, la puissance. Or, on n'a pas toujours besoin de la même interaction entre la force et la vitesse, et de la même expression de force à différents niveaux de vitesse, selon les sports que l'on coach. Et c'est là qu'il va falloir être justement assez fin dans l'approche de la lecture des interactions force-vitesse pour prendre les bonnes décisions. Et c'est ça, et c'est là où l'explosivité est finalement un peu plus simple que le profil force-vitesse. C'est-à-dire que l'explosivité, notamment sur le début du mouvement, c'est-à-dire que l'explosivité, c'est plusieurs temps. On a des sports où on va avoir besoin d'une explosivité, de développer de la force. On a un temps de contact de 500 millisecondes, donc on va avoir beaucoup de temps pour développer de la force.
Et d'autres sports, comme sur du sprint, etc., on n'a que 70 millisecondes pour poser le pied par terre, et donc on doit développer cette force dans 70 millisecondes. Et du coup, on peut se dire, on va travailler différemment chaque paramètre. Alors effectivement, il va y avoir plusieurs briques à poser pour construire cette explosivité, mais l'explosivité, c'est avant tout neuromusculaire, c'est-à-dire que c'est essentiellement dépendant des paramètres nerveux, et du coup, on va pouvoir stimuler ces paramètres nerveux, quelle que soit la charge, que ce soit à poids de corps, ou que ce soit avec de la charge élevée. Et on peut travailler, quelle que soit la charge de son profil force-vitesse, également sur l'explosivité en donnant finalement les mêmes consignes que sur le profil force-vitesse, à savoir pousser la charge le plus vite possible et vraiment encourager l'athlète pour qu'il sollicite au maximum son système neuromusculaire. Ah, il y a vraiment, là pour le coup, hein, c'est encore des choses qui sont un petit peu récurrentes dans ce podcast, mais qui sont liées à notre perception aussi du métier. Hein. On revient sur du coaching. Il faut être ici et maintenant. Et le coach, il n'est pas là juste pour taper dans les mains et dire « Allez les gars, on y va ». Il est là aussi pour cadrer une charge dans la vitesse et dans l'intention et préparer l'athlète à cette charge. Et donc la préparation, elle se fait sur le plan technique et sur le plan presque mental, de lui demander de vraiment générer cet effort-là pour cette charge donnée. Parce que si on passe à côté en termes d'intention, la notion d'intention est cruciale, ben en fait, autant pas faire cette série, quoi. Exactement, c'est-à-dire que si c'est pousser de la fonte pour pousser de la fonte, par exemple, dire je recrute toutes mes fibres motrices, je vais lentement, je me fatigue, j'ai bien travaillé, en fait oui, on va travailler, on va développer effectivement le développement de la masse musculaire, mais travailler lentement, on va activer ces unités motrices que très peu finalement, on va les activer si on a une charge moyenne qu'à 30 ou 40%, et finalement les unités motrices qui sont recrutées les premières, c'est les unités motrices lentes, et c'est les unités motrices rapides qui sont recrutées après. Et ces unités motrices rapides, on peut directement les recruter, quel que soit le niveau de la charge, encore une fois, si on demande à l'athlète de pousser réellement le plus vite possible. Et c'est là où tout ce qui est un petit peu nouveaux outils peuvent servir, notamment tout ce qui donne un feedback sur la performance, tout ce qui est, on pourra citer des noms, mais Gymaware ou maintenant les téléphones portables mis sur une barre permettent d'avoir une certaine accélération et donc de renseigner sur cette performance-là, ce qui peut vraiment être un plus pour l'athlète. Ouais, c'est vrai que ça se démocratise énormément, hein, tous ces capteurs-là, c'est vrai que bon, j'ai toujours un peu tiqué, moi, quand les collègues rechignaient à acheter un outil comme Gymaware à 2500 €. Bon, c'est vrai que c'est hors de prix, hein, que les choses soient claires, mais on est des pros, on investit sur un développement. Enfin, je veux dire, un chauffeur de taxi, il n'imaginerait pas à un moment donné ne pas acheter ou louer sa voiture. Il faut qu'il puisse développer ses outils de travail. Et donc, c'est vrai qu'on était dans une industrie où on se disait ah, je vais me démerder avec un élastique et un ballon, laisse tomber, quoi. Et, complètement. Et puis en plus, c'est toujours un petit peu paradoxal, c'est qu'on a eu des très bonnes équipes physiologistes dans un premier temps en France qui ont énormément développé des choses sur la fréquence cardiaque et on a eu une approche très physiologiste de l'activité. C'est clair. De l'activité prépa physique. Voilà. L'activité prépa physique, notamment des sports à dominante vitesse, à dominante force explosive. Et finalement, on achetait des cardio pour les équipes avant d'acheter des opto-jump ou des choses comme ça. Et finalement, on en avait pour le même prix. Et après, on peut toujours... alors, le cardio est intéressant. Moi, je viens du vélo, je l'utilisais énormément. Mais je vois beaucoup plus son intérêt dans un sport comme le vélo pour quantifier les charges que dans un sport plutôt à dominante force-vitesse où les niveaux de fatigue générés par l'activité ne sont pas les mêmes et ne sont pas du même degré. Et où on va avoir une vraie zone d'ombre. C'est-à-dire qu'en vérité... on arrive à travailler les paramètres métaboliques assez facilement sans cardio-fréquence mètre. On arrive à prendre d'autres repères. On arrive à prendre plein d'autres éléments. Tu vois, la distance, le temps parcouru par distance. On arrive à calculer des mètres secondes sans avoir des accéléros sur un terrain de foot, c'est possible. Et à plus forte raison sur une piste d'athlée. En revanche, les centimètres secondes, les watts, même les newtons, sont des éléments qui n'apparaissaient pas jusqu'aux années 2000. Quoi. Jusqu'à ce que Myotest arrive sur le terrain. Il y avait Muscle Lab aussi à l'époque qui était disponible. Mais c'était le chaînon manquant quand même. Tu vois, et aujourd'hui encore, on voit qu'on travaille près d'un tiers du temps dans une planification. Les paramètres de puissance et d'explosivité, c'est à peu près ça, quoi. C'est entre un tiers et la moitié du temps. Ça dépend des prépas, effectivement, oui, complètement. Après, l'explosivité, on travaille à l'aveugle, quoi. C'est ça, on travaille un petit peu à l'aveugle. Après, l'explosivité, contrairement aux paramètres de force et vitesse, c'est plus difficilement évaluable. C'est aussi pour ça que ça a été moins mis en avant. C'est-à-dire que l'explosivité, elle était classiquement évaluée de manière isométrique.
C'est-à-dire qu'on allait pousser sur une barre le plus fort possible et on allait mesurer cette pente de montée en force à l'aide d'une plateforme de force, donc un matériel là, qui est cette fois-ci très onéreux, on parle de 40 000, 80 000 euros pour des plateformes de force. Encore que ça a baissé un peu, il y a des versions un tout petit peu plus raisonnables maintenant, mais bon, je crois que la version Home, on va dire, la version Go, c'est 6 000 balles, je crois, quand même, déjà. Oui, complètement. Et donc voilà, pour faire juste des tests, c'est très cher. Et voilà, on va voir. Et après, il y a aussi tout un souci derrière de traitement du signal. On n'y reviendra pas sur ce podcast, mais qui est très compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui à prendre le début du phénomène d'explosivité. À savoir quand est le départ de la force, on se trompe de quelques millisecondes. Et finalement, on est sur des intervalles très courts, 50, 100 millisecondes. Et si on se trompe de 5 ou 10 millisecondes sur la prise de départ, on va avoir une analyse qui va être faussée et difficilement reproductible. C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes d'analyse, notamment prendre l'endroit où c'est le max sur 50 millisecondes. Enfin, on a plein d'autres méthodes pour pallier ce genre de problème. Mais c'est quand même une analyse qui est difficilement répétable avec des matériaux si on ne connaît pas derrière le traitement du signal et tout ce qui va avec. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a d'autres tests qui peuvent être mis en place aujourd'hui avec un simple smartphone, etc., qui ne vont pas renseigner directement sur l'explosivité, mais un petit peu ce niveau de réaction sur temps de réaction par rapport au temps de vol, par exemple. Tout ce qui est Relative Strength Index sur OptoJump, par exemple. Comment je fais un drop jump, je tombe de ma plateforme et on calcule la hauteur de saut et on divise cette hauteur de saut par le temps de réaction. Et ça donne un indice qui peut être très précis justement sur les qualités justement d'explosivité, en combien de temps il était capable de poser sa force au sol et en combien de temps, et par rapport à ce temps posé au sol, quelle hauteur il est capable d'atteindre. Et ça, c'est assez facile de le faire maintenant avec un smartphone, avec Kinovea, avec ce qu'on veut, ou qui est gratuit, on va dire, dans le jargon. Donc on a des paramètres qui sont accessibles de terrain gratuitement. Alors après, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir énormément d'athlètes ou alors quelqu'un qui les teste, parce que c'est plus difficile que juste un appareil à brancher sur une barre. Il y a une petite analyse derrière. Mais c'est un paramètre qui est accessible. Mais qualitativement, c'est sûr que on a un gain non négligeable pour la connaissance et la maîtrise des effets de notre entraînement en explosivité à un moment donné. Ça va nous donner une réponse assez cadrée sur les paramètres d'explosivité. Complètement, et puis en plus c'est des tests, le RSI, Relative Strength Index, c'est des tests qui sont beaucoup plus terrain. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, c'est pas la hauteur de saut, mais on peut très bien adapter en disant, c'est par exemple, je saute et je fais un saut latéral pour un contre 1 en handball, un contre 1 en basket, ou alors un saut vers le haut pour le volleyball, et qui représente finalement beaucoup plus l'activité. Et l'activité, on est toujours dans des activités souvent pliométriques, et où on va chercher du rebond, on va chercher justement à créer la plus grosse différence. Et c'est là où l'explosivité est importante, c'est-à-dire, on peut avoir un rugbyman très puissant, mais ce qui peut faire aussi la différence, c'est le 1 contre 1 de départ. Et sur ce 1 contre 1 de départ, c'est plus les qualités explosives qui vont être mises en avant que ses qualités de puissance. Les qualités de puissance sur un rugbyman vont être mises en avant quand il va y avoir contact ou quand il va y avoir prise d'intervalle ou des choses comme ça. Mais vraiment, le départ, c'est l'explosivité. Et ça, on peut avoir des tests très terrain qui renseignent dessus et qui sont plutôt robustes. Ok, super. Au niveau entraînement, du coup, tu privilégies quoi, toi, pour cibler l'explosivité ? Alors, au niveau entraînement, alors, si on part des tests, moi, c'est le seul petit avis où je ne suis pas d'accord avec l'équipe de Jean-Benoît Morin, en tout cas quand il présente. C'est-à-dire qu'il dit qu'il part toujours des tests pour créer des groupes. Alors il ne le dit pas comme, c'est pas vraiment ce qu'il fait. Et d'ailleurs, quand on parle longtemps avec lui, il le fait plutôt bien, mais de façon rapide, il dit, voilà, on part des tests pour créer des groupes de travail. Moi, je préfère partir du coach. Par exemple, le coach, il va classer ses athlètes. Quelle action cet athlète doit réaliser en privilégié. Par exemple, on peut avoir un athlète, effectivement, qui ne démarre pas vite. Donc on va pouvoir le dire, ok, je le place avec les autres athlètes qui ne démarrent pas vite, mais finalement, dans ces athlètes qui ne démarrent pas vite, il y en a 3 qui ont besoin de démarrer vite pour leur style de jeu. Il y en a 2 qui ne vont pas avoir besoin de démarrer vite. Par exemple, il y a 2 rugbyman qui ne sont pas du tout explosifs, mais qui sont très rapides et qui vont toujours prendre la balle lancée. Est-ce que ça vaut le coup de leur travailler leur explosivité par rapport à leurs points forts que le coach veut développer, par exemple ? Peut-être pas forcément, alors que d'autres, justement, qui ont un niveau d'explosivité moins bon, vont pouvoir se retrouver avec des personnes qui ont un niveau d'explosivité énormément fort, puisqu'ils vont avoir la même demande, qui est de réagir plus vite, justement, pour créer la différence. C'est ce qui leur manque ou c'est ce qu'ils font déjà bien à améliorer. Donc moi, je créerais plus des groupes de travail par rapport à cette demande de terrain-là,
Et c'est vraiment sur ce que j'insiste quand je vais sur des clubs, etc. C'est, OK, on a le test, mais en fait, le test, il permet plus d'évaluer votre travail. J'ai fait ce test à un moment T, j'ai mis ce cycle de développement en place. Et après ce moment T, je regarde où on est. Est-ce que j'ai développé, est-ce que je n'ai pas développé? Et finalement, ce test, il permet d'évaluer votre travail et de regarder par rapport à ce que le coach a préconisé. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis dans le faux, finalement? Et moi, je vois plus le test d'explosivité comme une quantification du travail à un moment donné. Et par contre, balise, une balise. C'est un test, quoi. C'est un vrai test. C'est-à-dire que le profil force-vitesse, par exemple, c'est pas vraiment un test. C'est un profilage. C'est un profilage, mais alors le profilage qui va servir dans des actions il va servir par exemple à sauter plus haut ou à courir plus vite. Ou après on peut adapter en fonction de la projection de l'athlète, en fonction du cosinus de départ, si on rentre un petit peu dans les formules. Mais pareil, ce test-là, il peut s'adapter sur des disciplines précises où là, il faut effectivement, on a un plongeur, il faut qu'il saute plus haut, là on va respecter le test au millimètre. On a un sauteur en hauteur, on va respecter le test au millimètre. Pareil pour un coureur. Mais dès qu'on rentre dans des disciplines un peu plus complexes, où finalement, c'est pas que courir plus vite, etc., ça va dépendre du type d'action. Moi, je pense que ce test-là doit vraiment être, comme le test d'explosivité, une vraie valeur référence. Et les groupes ne doivent pas être faits complètement en fonction du test et doivent plus être faits en fonction de l'analyse du coach par rapport à ce qu'il veut définir par rapport à ses joueurs. Et après, le test permet par contre de dire, lui de toute façon, il est arrivé à sa limite, on n'arrive pas à le développer même en suivant son profil. Donc, on est arrivé à une limite, il faut peut-être chercher autre chose. Il faut peut-être chercher un autre chemin. Et si on part par contre sur le développement du coup de l'explosivité, c'est 2 paramètres. C'est la force maximale d'un côté et le temps nécessaire pour atteindre cette force maximale de l'autre. Donc la force maximale, finalement, on la développe, on sait très bien la développer, méthode de développement de la force maximale, je ne vais pas revenir dessus, il y a énormément de podcasts là-dessus, mais on maîtrise. Et après, effectivement, le temps nécessaire pour atteindre cette force, ça va dépendre déjà de la génétique de l'athlète. Quelqu'un qui a beaucoup plus de fibres de type 2, 2X va développer cette force beaucoup plus rapidement, mais également de la capacité à synchroniser ces unités motrices, à les recruter rapidement et à les faire pulser le plus haut pour justement développer cette force rapidement. Et ça, c'est vraiment les paramètres nerveux qu'on va avoir et qu'il faut entretenir et développer tout au long des entraînements, etc. Et ça, c'est vraiment, ça vient de la consigne. La consigne, c'est je développe la force le plus vite possible. Et voilà, ça c'est vraiment. On revient sur de l'intention. On revient sur de l'intention. On revient sur de l'intention et sur du coaching. C'est vraiment très très important. Et contrairement au profil force vitesse où c'est fait sur la moyenne, on peut en plus rajouter, c'est vraiment sur l'initiation de l'action. Et donc, ce qui peut aider, c'est si on a des angles particuliers de départ, c'est tout ce qui est travail notamment de statodynamique en 1 temps ou en 2 temps. On s'arrête à des angles vraiment particuliers qui vont correspondre. Par exemple, je ne sais pas, une prise de judo, c'est un angle qui est toujours le même. Et on va plus travailler sur cette angulation préférentielle pour démarrer, parce qu'on est sur une phase ISO et tout d'un coup, il va falloir arracher. Et dans ce cas-là, il va falloir travailler sur cette angulation-là, on bloque, et on a vraiment cette intention de pousser le plus vite possible au départ. Alors, statodynamique, on sait, vous connaissez tous cette méthode, on bloque dans la phase concentrique du mouvement, et après, en général 3 secondes, et ensuite on génère une vraie accélération. Alors, la vraie accélération, ça veut dire à un moment donné lâcher la charge, faut l'envoyer, donc ça veut dire sauter si on est sur un squat pour faire simple, ou lancer la barre si on est sur un développé couché, ou alors on peut aussi utiliser des bandes élastiques. Je ne sais pas si tu utilises les power bands pour maintenir cette charge inertielle complètement. sans avoir à freiner dans la phase d'accélération, en fin de phase d'accélération. Complètement. Après, à l'INSEP, on a la chance d'avoir des fois des matériels un petit peu plus haut de gamme, comme les machines pneumatiques, mais j'espère qu'on reviendra dans un prochain podcast là-dessus. C'est bien si on parle des machines Kaiser un jour. Bien sûr, une partie de ma thèse aussi, et ces machines-là, elles ont vraiment un intérêt pour développer que ce soit l'explosivité ou la puissance, encore plus que les élastiques, et notamment il y a un feedback intégré, donc on pourra y revenir tout à l'heure. Mais c'est vrai que tout ce qui peut être charge additionnelle, en rajoutant de la charge au tout départ du mouvement, de toute façon va être bénéfique, parce qu'on va devoir vaincre cette inertie, et si je veux vaincre cette inertie, je dois développer une force la plus importante possible pour accélérer justement la charge. Donc on revient sur quelque chose. Après, le problème de l'élastique, c'est qu'on n'est pas sur du spécifique non plus, notamment sur des sports avec projection. Donc il faut toujours voir un petit peu qu'est-ce qu'on cherche et quelle est la discipline. Si c'est une discipline où il faut jeter quelque chose, l'élastique peut avoir effectivement de l'intérêt sur notamment la fin du mouvement, pour enlever cette phase de décélération en fin du mouvement. Mais
pourquoi pas privilégier du travail balistique, on va jeter la barre. On va vraiment jeter. On va vraiment jeter. Très intéressant. Nous, on le fait beaucoup. Hein. D'ailleurs, ça nous amène effectivement à revenir des fois sur des machines semi-guidées qu'on a, pareil, jeté dans la bataille de l'entraînement fonctionnel en disant il ne faut plus faire de guidée, etc. La Smith Machine, au moins, on jette la barre en toute sécurité. On a des repères, même sans accéléromètre, de hauteur atteinte. Ce qui nous permet de maintenir une qualité répétition après répétition, c'est pas inintéressant. D'ailleurs, avec le développé couché, juste avec les centimètres, Samosino et avec Jean-Benoît Morin ont développé un profil force-vitesse uniquement avec le centimètre, où la barre reste quelque chose de magique qui coûte 2 € à faire, et on peut avoir un profil force-vitesse du haut du corps grâce à ça. Et ils sont même amusés à mettre des serres fixes. Des serres fixes qui montent et qui s'arrêtent ils sont malins. Ils sont très malins et pour les coachs qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est toujours pratique. Absolument. Et non, il y a beaucoup d'avantages, parce qu'on revient en fait avec l'explosivité, on revient finalement sur le profil force-vitesse juste derrière, c'est juste une intention en plus à donner sur la pratique. Après, finalement, les techniques de développement sont les mêmes. Ça va être tout ce qui est haltérophilie, où l'haltérophilie est une discipline purement explosive. Par essence. Voilà, par essence, puisqu'il faut vaincre l'inertie de la barre pour l'accélérer le plus possible pour pouvoir passer en dessous, etc. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est travail pliométrique, encore une fois. Tout ce qui est travail de puissance, mais avec une intention, ou de force, ou même de vitesse, mais avec toujours cette intention de développer de la force sur un minimum de temps. J'en ai une dernière question sur le statodynamique. On sait qu'il y a 2 manières de le pratiquer, avec ou sans contre-mouvement dans la phase de blocage. Ma compréhension du truc, c'est qu'il y a une qui permet de maintenir un petit peu mieux les niveaux de force, et puis l'autre qui permet de gérer un peu mieux le silence musculaire pour créer plus d'accélération. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, j'aurais plus tendance à dire qu'est-ce que fait l'activité, et à préconiser par rapport à l'activité. Et puis aussi, à un moment, se maintenir au cycle, mais pourquoi pas varier, parce que si à un moment on fait toujours la même chose, de toute manière, à un moment on ne sollicite plus le système, on rentre dans une routine où l'athlète ne se motive plus, et changer un petit peu des mouvements où les max sont atteints depuis longtemps, ça peut être bénéfique aussi pour l'athlète. Donc il ne faut pas s'enfermer complètement, on va faire comme la discipline, mais on reste au début sur la chose qui me paraît le plus logique par rapport à ma discipline, et puis finalement après, pourquoi pas varier. En fonction du plan d'entraînement, prendre des décisions sur l'un ou sur l'autre, mais tu n'as pas d'avis exclusif sur une ou l'autre des méthodes, tu fais comme moi, tu utilises les deux en fonction de ce dont tu as besoin. Complètement, moi je pense qu'on est trop à dire voilà, c'est cette méthode-là ou cette méthode-là qu'il faut utiliser. Finalement, c'est des articles scientifiques où les protocoles sont hyper rodés, et c'est très difficile de mettre des protocoles qui se rapprochent énormément du terrain pour publier un article scientifique, notamment dans des revues, si on veut écrire dans des belles revues. Des revues prestigieuses. Des revues prestigieuses. Et du coup, les protocoles sont très très standardisés, et c'est pas parce qu'on a vu ce protocole-là dans un article de recherche qu'on n'a aucune liberté derrière. Et à un moment, il faut justement que l'entraîneur ou le coach ait sa sensibilité par rapport à ça pour développer. Et justement, les sa tests, connaissance fine de ses athlètes, de sa discipline, de ce qu'ils cherchent à accomplir aussi. Complètement. Et c'est là où justement les tests sont hyper importants, c'est pour voir est-ce que si à un moment je varie, comment, comment ça m'a permis d'avancer. Et ça, c'est vraiment le réel justement intérêt du testing. Du testing qui revient sur le profil force-vitesse, sur le RFD ou sur plein d'autres choses que ce soit. D'ailleurs, il y a un paramètre intéressant avec le testing que propose Robin, qu'on utilise nous presque quotidiennement à l'entraînement, c'est que c'est court. C'est des protocoles de test extrêmement courts qui demandent un bon échauffement, un bon coaching, d'amener les choses, etc. Mais qui s'intègrent dans les séances. On n'est plus dans des protocoles, on n'est pas dans des protocoles comme avant où on avait une semaine de testing bloqué et dedans on va faire toute l'explosivité, toute l'aérobie, on est de plus en plus, et surtout sur le neuromusculaire, sur des tests intégrés aux séances et qui, du coup, permettent de jalonner le parcours de développement de l'athlète pour vérifier qu'on est dans le bon. Ou même de la fatigue, finalement. Maintenant, il y a des tests de saut qui sont utilisés après les routines d'échauffement au rugby, où ils font leurs tests de saut avant de partir. Ils ont toute leur batterie de tests. Bon, voilà, neuromusculairement, est-ce que mon athlète est plus ou moins fatigué ? Donc, après, c'est plus ou moins validé selon les papiers. Après, chacun se fera son avis, mais c'est des données qui sont très intéressantes à avoir de toute manière pour suivre ses athlètes. Donc, ça, c'est à encourager grandement. Écoute, super, merci Robin pour cet épisode hyper riche, hyper intéressant. Hein. Vous voyez qu'il y a des tonnes de choses à explorer au niveau du RFD.
Donc n'hésitez pas, il n'est pas très actif sur les réseaux, Robin, mais il y a quand même quelques contenus en ligne que vous allez trouver assez facilement. Sinon, vous allez voir mes photos de vacances sur Instagram. Mais c'est pas négligeable, et il faut un peu de RFD pour relancer la puissance en pleine montée en montagne. C'est ça. C'est pas rien. Bon, en tout cas, merci. J'espère que tu reviendras bientôt. Avec plaisir, Aurélien. Porte-toi bien. Merci à tous. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast. Vous nous regardez sur YouTube et en version enrichie sur www.broussal-derval.com. Si vous en voulez plus, la plupart des épisodes inédits sont disponibles sur le e-campus de transfert. N'hésitez pas à aller jeter un œil. À très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.